Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Émergence africaine. Dirigé par Magloire Kede Onana. La collection Émergence africaine se propose de renverser des certitudes faciles. Nous sommes convaincus que l'Afrique, longtemps considérée comme en retrait, s'ouvre au monde et est plus que jamais au cœur des enjeux. Son histoire ne doit plus s'écrire ailleurs, par des continents eux-mêmes en crise de modèles à proposer imposés. Une nouvelle génération très entreprenante d'Africains et d'Africanistes existe aujourd'hui, qui problématise et réécrit l'histoire du continent dans toutes ses facettes et par une approche multidisciplinaire. Il s'agit de dévoiler une Afrique des bonnes nouvelles, celle qui, parce que plus ouverte au monde, présente tous ses atouts d'émergence. Dernière arrivée dans la compétition mondiale, l'Afrique est capable d'apporter un élan différent à la mondialisation grâce à son devenir qui est subordonné à son être. Déjà paru. André-Marie Manga, Didactica de Lingas Extranjeras. Orientaciones Teóricas en espagnol, 2014. Marcelin Nomo Zanga et Gérard-Marie Messina, pour une critique du texte négro-africain, 2014. Alphonse Zozim Tamekamta et Jean Koufane Mankene dire L'urgence d'une révolution agricole au Cameroun, 2013. Alphonse Zozim Tamekamta dire L'illusion démographique, 2013. Alphonse Zozim Tamekamta dire Propos sur l'Afrique, 2013. Des mêmes auteurs. Gérard-Marie Messina. Pour une critique du texte négro-africain. De la sociocritique à la politocritique, Paris l'Harmattan, 2014. La nouvelle gouvernance universitaire au Cameroun, Paris l'Harmattan, 2010. La gestion poétique du discours politique chez Aimé Césaire, de Fermont à moi, Laminaire, Paris l'Harmattan, 2010. Augustin Emmanuel Ebongué. 50 ans de bilinguisme officiel au Cameroun, 1961 à 2011. État des lieux, enjeux et perspectives, 50 Years of Official Bilingualism in Cameroun, Situation, Stakes and Perspectives, Paris l'Harmattan, 2012. Préface. La problématique générale du présent ouvrage s'articule autour de la notion de média qui reste conçue comme tout moyen ou tout écrit destiné à un large public et convoqué pour transmettre, en direct ou en différé, soit une information, soit un message, soit des connaissances, dans le but de modifier l'attitude de l'autre, du lecteur, de l'auditeur, du téléspectateur. Le média constituerait alors un canal, mieux encore, un moyen qui établit une interaction entre l'énonciateur, le journaliste, dans le cas d'une conception restreinte de la notion de média, l'écrivain, l'historien ou autre, dans une acception étendue, et le destinataire. Que ce soit les formes traditionnelles des médias ou toute autre forme de moyens pouvant jouer le même rôle, la communication médiatique obéit à un contrat décrit par Charodeau, 2005C, comme un contrat médiatique qui se présente brièvement ainsi qu'il suit. Une instance de production composite comprenant divers acteurs ayant chacun des rôles bien déterminés. Une instance de réception, elle aussi composite mais sans détermination de rôle spécifique. La double finalité de ce contrat. Une finalité éthique de transmission d'informations au nom des valeurs démocratiques et une finalité commerciale de conquête du plus grand nombre de lecteurs, auditeurs, téléspectateurs. La conception étendue de la notion de média englobe ainsi en plus des moyens de communication de masse, les œuvres littéraires, les livres d'histoire, etc. L'ambition de l'ouvrage est non pas de recenser la quantité de types de médias qui existent, mais de s'interroger sur les mécanismes ou les stratégies convoquées par les différents énonciateurs au travers aussi bien de la presse, la radio, la télévision, l'Internet, qui sont des moyens de communication de masse destinés à l'information en direct, que des autres formes de médias telles que la littérature, les documents d'histoire, etc., qui observent un décalage temporel dans la transmission des messages. Que ce soit les moyens de communication de masse, les livres d'histoire ou les œuvres littéraires, les médias agissent sur le public, sur le destinataire. On comprend dès lors pourquoi de nombreux parents interdisent à leur progéniture un certain nombre de programmes télé, ou certains documents écrits. Par ailleurs, les chaînes de diffusion des programmes télé ont l'obligation d'afficher sur l'écran la mention d'interdiction à une certaine tranche d'âge, généralement matérialisée par -10, -12, -16 ou -18. La raison est que les médias agissent consciemment ou inconsciemment sur nous.
la publicité agit sur nous en modifiant ou en limitant notre liberté de choisir. Ainsi, pour agir sur les esprits, les grandes entreprises dépensent des milliards d'euros pour investir dans la publicité. Des programmes télé ou radio qui durent plus longtemps à l'instar des programmes d'information, des débats, des films, etc., ont des effets encore plus considérables sur les esprits. Ainsi, conscient du fait que le médiateur journaliste, écrivain ou historien, même si ce dernier se doit d'être le plus objectif possible, s'inscrit dans un certain cadre théorique, suit une certaine méthodologie, manipule des notions et des concepts préalablement définis pour établir une certaine vérité. Charodeau, 2007. Les porteurs du projet de recherche qui a donné lieu à cet ouvrage ont invité les contributeurs à examiner les moyens et les stratégies d'influence des médias sous L'. Angle inter-pluri-multidisciplinaire. L'étude des stratégies d'influence dans les médiasphères nationales et internationales gagnerait à être approchée de manière inter-pluri-multidisciplinaire avec des corpus et des médias situés sur des aires géographiques variées. Les contributions réunies dans cet ouvrage couvrent des aires régionales africaines, européennes, arabes et américaines. Les questions ivoiriennes, maliennes, celles des révolutions arabes, les problèmes de terrorisme comme le Boko Haram du Nigeria sont abordés. D'autres thèmes comme le mariage homosexuel, baptisé en France, le mariage pour tous, sont également traités. Sur le plan disciplinaire, la problématique générale a été abordée en sémiotique, en communication, en linguistique, en histoire, en sociolinguistique, en sociologie, en anthropologie, en littérature à dominante politique, etc. 3 principaux types de médias ont été approchés. Il s'agit des moyens de communication de masse, des œuvres littéraires qui sont aussi largement représentées dans l'ouvrage, de l'histoire, etc. On peut manipuler l'histoire d'un peuple. Aussi la vraie histoire de l'Afrique se trouve-t-elle stockée dans les bibliothèques en Europe. Celle qui serait actuellement enseignée dans les systèmes éducatifs africains est une histoire telle que voulue par les Occidentaux. Encore que l'histoire actuelle est écrite par les vainqueurs. Il est donc possible que, dans la volonté de manipuler un peuple en présentant le monde ou la réalité selon la vision du manipulateur, ce dernier peut omettre, supprimer ou cacher un certain nombre de faits historiques, pour faire prévaloir un certain point de vue. On parle d'histoire intentionnellement tronquée. L'écrivain, quant à lui, a aussi dans son répertoire des façons de manipuler le lecteur, d'imposer un point de vue à son lecteur. Il n'y a qu'à voir comment Victor Hugo condamne la peine capitale dans son roman Le dernier jour d'un condamné, à l'effet d'en obtenir l'abolition. Il fait ainsi parler le prisonnier, et les images projetées de celui-ci par le romancier ne peuvent qu'émouvoir le lecteur et les preneurs de décision. C'est la même stratégie d'écriture qu'adopte André Brink dans le roman Une saison blanche et sèche, dans lequel il tente d'agir sur les autorités sud-africaines et la société internationale, pour mettre fin à l'odieux système d'apartheid. Les violences subies par la famille Gordon Ngouben et les autres Noirs dans le roman émeuvent et en appellent à l'urgence de réagir. C'est le même ton pathétique que déploie Esa Boto dans son roman Ville cruelle, lors de la saisie du cacao de Banda, grâce auquel ce dernier compte réaliser l'ultime rêve de sa pauvre mère agonisante, à savoir pouvoir épouser sa fiancée en payant au préalable l'asphyxiante dot qui lui est exigée. Un défi qui ne sera jamais relevé, puisque le cacao de Banda sera injustement confisqué par les commerçants grecs. L'enjeu consiste ainsi à explorer les mécanismes de construction du sens social, Charodeau, 1997, dans les médias sous leur conception étendue, et si possible des effets produits dans nos esprits par les médias pour une raison ou pour une autre. Il est question d'examiner les stratégies de manipulation ou de modification du pôle récepteur dans un discours d'information médiatique qui met en œuvre, d'après Emediato 2011/15, plusieurs opérations susceptibles de provoquer chez les lecteurs différents types d'inférences ou d'effets, logiques ou axiologiques, dans une œuvre littéraire, un livre de philosophie, un livre d'histoire, etc. À travers les stratégies de manipulation, les professionnels de la communication médiatique sollicitent les opinions publiques nationales et internationales. Ils sollicitent ce que l'on appelle communément la communauté internationale, pour arracher d'elle les réactions diverses voulues. C'est probablement un tel constat qui amène Gérard-Marie Messina, ici même, à vérifier, au travers de l'image que les médias occidentaux et leurs dirigeants politiques donnent des dirigeants africains en général,
et de Robert Mugabe, en particulier, l'hypothèse selon laquelle les médias occidentaux sont au service de leur société, à l'effet de préserver leurs acquis et de gagner du terrain, car l'État capitaliste est animé par la logique de la concurrence, et j'ajouterais, et de l'intérêt. Professeur Edmond Biloa. Professeur titulaire des universités. Chef du département de linguistique et des langues africaines. Université de Yaoundé, Cameroun. Introduction générale. Le mot « média » désigne généralement l'ensemble des moyens de communication par lesquels les informations sont diffusées très largement au public. Ces moyens sont alors principalement la presse, la radio, la télévision, etc., auxquels viennent s'ajouter l'Internet et sa cohorte de réseaux sociaux animés, en priorité par les blogueurs et les tweeteurs. Le mot « média » reste aujourd'hui essentiellement appréhendé dans le sens qu'il a en anglais américain, à savoir les moyens de communication de masse. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on y rassemble les médias classiques tels que la presse, la radio, la télévision, l'Internet. Le petit Robert Grand Format définit le mot média comme moyen de diffusion, de distribution ou de transmission de signaux porteurs de messages écrits, sonores, visuels, presse, cinéma, radiodiffusion, télédiffusion, vidéographie, télédistribution, télématique, télécommunication, etc. Dans la mesure où le terme média vient du latin medium, qui signifie moyen, on rangerait du côté des médias tout moyen de communication, destinés et utilisés pour transmettre des messages. C'est dans ce sens que les autres écrits comme les documents historiques, les livres philosophiques, les textes juridiques, les œuvres littéraires et autres peuvent être considérés comme d'autres formes de médias. Ils ont, avec les médias classiques, c'est-à-dire ceux que l'on considère comme les moyens de communication de masse, l'une des principales caractéristiques communes qu'ils cherchent tous à agir sur le lecteur, l'auditoire. Ils cherchent à modifier et agir sur les esprits, en tentant de faire partager leur point de vue, en voulant présenter le monde comme ils aimeraient qu'il soit vu. Autrement dit, ils ont tous une visée argumentative, voire persuasive. Ils présentent une image intentionnellement orientée de la réalité. Les éditeurs scientifiques du présent ouvrage collectif ont à cet effet nourri l'ambition de voir comment le destinateur dans l'information médiatique tente d'agir sur autrui, manipuler ce dernier, l'orienter, lui imposer un point de vue. En d'autres termes, nous voudrions saisir la manière dont les médias en général, les puissants médias occidentaux en particulier, modifient l'attitude et le comportement des membres de la communauté internationale. On pouvait ainsi s'interroger sur un certain nombre de mécanismes et stratégies médiatiques chez les journalistes, les écrivains, les historiens, les philosophes, etc., chez les médiateurs. De même, on pouvait s'interroger sur des ressources stylistiques et linguistiques qu'un écrivain mobilise dans son livre, et sur la thématique développée par exemple. On pouvait se demander comment l'écriture de l'histoire cherche à influencer le lecteur, tente de lui imposer un point de vue. On pouvait aussi s'intéresser aux mécanismes de construction du sens social chez le journaliste postcolonial du centre, Occident, face aux masses populaires de la périphérie, Afrique, Asie, etc. Autrement dit, il fallait se pencher sur le contrat de communication et le contrat d'énonciation journalistique, Charodot à 997A, afin de voir comment le pôle émetteur cherche à influencer le pôle récepteur, comment le pôle émetteur construit un sens social par sa présence dans son énoncé. Le contrat de communication renvoie aux caractéristiques du dispositif impliquant une instance de production médiatique et une instance de réception, publique, reliée par une visée d'information, Charodot à 997A. Le contrat d'énonciation journalistique, quant à lui, correspond à la façon dont l'énonciateur journaliste met en scène le discours d'information à l'adresse d'un destinataire imposé en partie par le dispositif et en plus imaginé et construit par lui. Charodot 997A. Ce dernier affirme à cet effet que ce qui nous est donné à voir ou à lire n'est pas le monde mais un discours sur le monde, sur les événements qui s'y déroulent, et cette construction résulte des choix partiels et particuliers faits par l'équipe de rédaction, Charodot 2005c, 59. Une telle réalité amène ainsi Joël Constanza et Lauriane Perbost à considérer le discours journalistique comme un discours construit. Il existe un large éventail de stratégies visant à retenir ou à capter l'attention du lecteur. Parmi ces stratégies, l'on retrouve chez Charodot la captation,
la dramatisation et la surdramatisation, et chez Emediato 2011 sur 6-12, on voit le cadrage de l'information qui peut se faire par thématisation, par désignation, par le dire d'autrui, par le questionnement, etc. Ces stratégies de captation et de cadrage ont une finalité à la fois commerciale, éthique, Charodeau 2006, et argumentative, Emediato 2011, puisqu'elles visent à imposer un point de vue, une façon de voir et de comprendre la réalité et l'actualité présentée. Elles figurent les positionnements dans la langue du journaliste, c'est-à-dire son inscription dans son discours d'information médiatique. Le principe de neutralité exige du journaliste un effacement énonciatif. En d'autres termes, le journaliste doit être le plus neutre et le plus objectif possible en se gardant d'inscrire les traces de sa personnalité dans son papier, dans l'énoncé journalistique. Un certain nombre de linguistes de l'énonciation parmi lesquels Kerbrat Orecchioni, Benveniste, 1966, reconnaissent cependant qu'il n'y a ni neutralité ni objectivité dans le langage. Chaque fois qu'un locuteur parle, il laisse toujours sa personnalité dans l'énoncé produit. Par conséquent, au lieu de dire que le journaliste est objectif et neutre, Charodeau 2006 préfère parler d'un jeu d'objectivité. Car selon lui, le journaliste dispose de plusieurs outils lui permettant de prendre position en imposant un point de vue. Au niveau de la langue, on pourrait parler de captation langagière. Pour cerner les contours de la problématique, l'ouvrage examine sous plusieurs angles des phénomènes médiatiques, Carmen Pineira Tremontan. Pour ce qui est de l'organisation générale des contributions, nous avons tenu compte des critères thématiques, disciplinaires, par type de médias, etc. On a pu organiser les contributions en 3 parties. Il est question de voir comment les puissants médias occidentaux manipulent le monde, déconstruisent la réalité, font et défont les régimes politiques et des personnalités politiques. En réalité, les médias du Sud, que l'on peut qualifier de petits médias parce que ne disposant pas de gros moyens financiers comme CNN, BBC, France 24, RFI, etc., ne servent que de relais aux grands médias de l'Occident. Ils permettent à l'information diffusée par ceux-là d'atteindre les coins et recoins de la planète. C'est grâce à ce rôle de relayeur que beaucoup d'entre eux survivent. Ils n'entendent pas suivre la voix de certains médias du Sud comme Afrique Média, Presse TV, etc., qui ont vite compris que les médias à l'international ne défendent que les intérêts de leur peuple, et que les médias occidentaux présentent le monde entier comme ils aimeraient, comme leurs dirigeants politiques aimeraient. La première partie propose un questionnement sur le positionnement dans les discours médiatiques. Elle s'intéresse aux formes discursives qui se profilent en filigrane dans l'écriture médiatique et qui participent de la captation langagière. Elle est alimentée par 606 contributions qui tentent d'observer les phénomènes langagiers pour y déceler les mécanismes de construction du sens social, dans l'espace médiatique, la machine médiatique. En ouverture à cette partie, Augustin Emmanuel Ebongué examine la prise de position dans la langue des journalistes des presses écrites camerounaises et ivoiriennes. L'article passe au crible l'inscription de l'énonciateur journaliste camerounais et ivoirien dans l'énoncé journalistique. L'étude révèle que la langue des journalistes ivoiriens et camerounais est très subjective. Cette subjectivité se manifeste par la présence importante des subjectivèmes qui trahissent par ailleurs leurs appartenances sociopolitiques, voire tribaux-ethniques. Ces subjectivèmes sont constitués de substantifs, de verbes, d'adjectifs qualificatifs, d'adverbes, de modalités d'énonciation telles que les modalités affirmatives et négatives. En concluant son travail, il laisse le soin au lecteur de continuer à réfléchir sur la question de la neutralité-objectivité dans le traitement de l'information médiatique. Comment rester neutre dans une Afrique dominée par tant d'injustices sociales ? À force de vouloir céder au jeu d'objectivité dont parle Charodeau, le journaliste africain ne court-il pas le risque d'être tenu pour responsable des malheurs de ses frères ? Et Jean-Paul Sartre ne lui pardonnerait jamais, lui qui dit que, puisqu'il ne peut s'évader, parlant de l'écrivain qui est lui aussi un médiateur, nous voulons qu'il embrasse étroitement son époque. Sartre 1948. Johnson Manda-Joa s'intéresse à la contribution des médias maliens dans la crise que traverse le Mali depuis janvier 2012. Il procède ainsi à l'évaluation de la subjectivité langagière dans la presse écrite malienne. Son article se fixe pour objectif d'identifier et d'analyser les différents moyens lexicaux et morphosyntaxiques qui marquent la présence des hommes de médias dans leur réalisation.
Une opération qui lui permet de cerner l'idéologie qui sous-tend ses organes de presse, dans le traitement des faits d'actualité. À travers ces marques subjectives laissées par les journalistes dans leur discours d'information médiatique, l'on constate que la presse consultée condamne à l'unanimité le terrorisme, avec des points de vue divergents quant à l'intervention de la France et d'autres pays dans le dénouement de la crise malienne. Dans la perspective d'Olga Galatanu, Aimé Daniel Lezoukofi mesure l'implication du sujet parlant en croisant des unités linguistiques classées en modalités de de dicto et d'énonciation avec les valeurs qui en sont issues dans un corpus de presse. Elle montre ainsi que malgré les efforts d'une certaine objectivité, d'une volonté manifeste d'effacement du sujet parlant dans le discours d'information médiatique, en dépit d'une revendication même de l'objectivation, il subsiste une impossible transparence. Autrement dit, il n'est pas facile de se livrer au jeu d'objectivité dont parle Charodeau, 1997. La contribution de Rossana Quereri nous plonge dans le fameux débat sur le mariage pour tous, en France. Il s'agit d'un débat au cours duquel le journaliste doit se livrer avec subtilité au jeu d'objectivité. Il ne doit pas prendre parti. Elle s'intéresse au lexique qui s'articule autour du concept mariage pour tous, ou le mariage homosexuel. Elle perçoit à travers ce vocabulaire subjectif constitué de ce qu'elle appelle collectivem, sur le modèle des subjectivem de Kerbrat Orecchioni 1980, une dimension argumentative. Elle confirme la thèse de Immediato selon laquelle tout type de cadrage de l'information médiatique a une visée argumentative parce qu'il vise à imposer un point de vue, une façon de voir au lecteur. Nadia Macquart étudie, à travers les discours journalistiques, les rapports de force qui se sont révélés en Égypte et au Bahreïn en 2011, pendant ce que les médias et les dirigeants occidentaux ont appelé les révolutions arabes. À partir de l'analyse contrastive d'un corpus de 4 journaux en ligne et avec les outils de la sémantique textuelle et de ceux de la textométrie, elle s'intéresse à la désignation des acteurs et des événements pendant les contestations, et aux éléments langagiers employés d'un journal à l'autre dans l'objectif de percevoir plus aisément les impératifs politiques et idéologiques qui influencent leur discours. Samira Beliazid propose une étude sur le traitement que les médias canadiens réservent à ce qu'ils considèrent comme minorité au Canada. La minorité, d'après elle, renvoie aux immigrants toute origine confondue, appelées à tort ou à raison au Canada les communautés culturelles, les minorités visibles ou audibles. L'étude porte sur 3 journaux francophones et se fixe pour principal objectif d'analyser la manière dont la machine médiatique broie l'information à l'intention d'un public en proie à la panique, devant des incidents isolés, touchant les communautés anciennement installées au Canada et les nouveaux arrivants. En même temps, elle veut également vérifier si l'éthique médiatique est respectée par cette presse canadienne. Aussi s'interroge-t-elle sur l'idéologie qui se cache derrière une telle construction identitaire, et sur les représentations que ces médias canadiens créent chez ces communautés culturelles. Sous un angle sociolinguistique, Souheila Edid s'intéresse aux formes linguistiques prisées par les médias pour s'adresser aux jeunes en contexte algérien. Si les langues jeunes constituent des slangs pour le commun des mortels, les journalistes algériens prennent le contre-pied de l'opinion publique pour se repositionner sur la scène sociopolitique algérienne. En quête d'un large public, ils sollicitent une audience jeune. L'intérêt de la contribution de Edid est de mettre en œuvre les procédés rédactionnels, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, que les journalistes emploient pour s'adresser aux jeunes Algériens. Elle conclut l'article en montrant que même les médias contribuent à la ségrégation linguistique dont souffre la jeunesse du monde en général, et la jeunesse algérienne en particulier. Le deuxième grand temps de l'ouvrage est consacré aux enjeux de l'écriture médiatique de l'histoire. Cette deuxième partie qui comporte 4 contributions se focalise sur la dimension et les enjeux historiques des médias. On reste conscient que les médias entendus comme moyen de communication de masse ne s'intéressent qu'au présent, à l'actualité pour des besoins de captation et d'enjeux commerciaux, car un événement éloigné du temps ne retient pas une grande attention auprès du lecteur qui préfère une actualité chaude. C'est la loi de proximité dont les orientations sont entre autres l'orientation temporelle qui, d'après Martin Lagardette, est l'exigence de l'actualité. Le présent est prioritaire par rapport au passé, mais il s'efface devant l'avenir. On rappellera que la loi de proximité a en plus de l'orientation liée au temps,
d'autres orientations, à savoir géographiques, affectives, psychologiques, culturelles, sociologiques, politiques, existentielles, pratiques. Les contributions qui alimentent la présente partie questionnent le passé et recadrent le présent pour envisager l'avenir médiatique. Aussi Marie-Claire Djabala Boulabel s'intéresse-t-elle à l'approche historique des médias dans le monde arabe, en examinant les figures temporelles journalistiques des XIXE accent grave et XXIE accent grave siècles arabes. En s'appuyant sur nombre de journaux arabes, elle s'intéresse à la manière dont les éveils arabes sont abordés et transmis d'hier, XIXE accent grave, à aujourd'hui, donc au fil du temps. Djabala Boulabel ici même, elle voudrait également montrer que la notion de retard entre les presses arabes et occidentales est relative dans le temps. La contribution de Djabala Boulabel s'interroge sur les phénomènes temporels journalistiques que représentent l'immédiateté, l'actualité, la rapidité, la périodicité, la rubricité et la course à l'information dans la presse arabe. La contribution d'Édouard Mokwe nous maintient dans les méandres de l'histoire en nous promenant dans la lutte pour l'indépendance d'Haïti. Il est connu de tous les historiens et chercheurs que Haïti a battu la grande armée coloniale française en 1791. La solidarité occidentale a voulu toutefois qu'une telle victoire sur une puissance occidentale promotrice des valeurs capitalistes soit considérée comme un affront, une insolente victoire, ici même. Des stratégies néo-coloniales sont ainsi déployées, sous l'œil complice de la communauté internationale et des médias occidentaux, dont les plus asphyxiantes pour l'économie haïtienne sont la réduction de moitié aux produits français des tarifs de douane, et surtout une rançon de 150 millions de francs lourds qui est exigée au peuple haïtien. D'autres stratégies néo-coloniales sont observées, tels que les assassinats des nationalistes haïtiens. En rapport avec la problématique de l'ouvrage, l'auteur se focalise sur l'effet déclencheur de la victoire de Haïti sur la France, qui est une véritable révolution, à savoir la parole proverbiale diffusée et médiatisée par des personnages charismatiques du nationalisme haïtien, et surtout sur l'impact des dites paroles proverbiales et de la victoire sur le monde entier. Il est évident que des nouvelles de la révolution haïtienne d'une telle insolente victoire ont été relayées et transmises par les médias au sens large du terme. Du côté de l'Occident colonialiste et esclavagiste, certaines voix s'élèvent pour condamner et tenter d'abolir l'esclavage. Les éliminations physiques des nationalistes africains sont perpétrées dans les colonies. C'est le cas par exemple de l'élimination physique des nationalistes camerounais tels Ruben Oumniobé, Félix Moumié, Ernest Ouandié, etc., qui revendiquaient une indépendance du Cameroun sans condition, sans les fameux accords de coopération. Ouessou Roméo d'Orgelès s'intéresse aux événements socio-historiques, qui sont déclencheurs des discours d'information médiatique dans la manipulation des masses à informer. Ce qu'il appelle des prédiscours. Il voudrait alors déterminer le fonctionnement épistémologique de la manipulation de l'information des prédiscours et reposer le problème de la responsabilité des médias en contexte ivoirien. Joseph Lon-Enfi questionne la position de la Grande-Bretagne dans le débat portant sur la réunification du Cameroun oriental et du Cameroun occidental à travers la presse britannique de l'époque. Les médias occidentaux accompagnent généralement leurs dirigeants et l'idéologie de leurs pays respectifs sur la scène internationale. C'est ce que confirme l'auteur de l'article. Celui-ci révèle ainsi que la presse britannique avait milité pour le rattachement du Cameroun occidental au Nigeria. C'était d'ailleurs la position des autorités britanniques. L'article de l'auteur révèle que les Britanniques ont procédé en vain aux campagnes de désinformation et de manipulation à travers les médias britanniques, qui étaient contrecarrés par les médias locaux acquis à la cause de la réunification. Les médias britanniques annonçaient par exemple le revirement de John Ngu Foncha, le principal artisan de la réunification des deux Camerouns. Celui-ci contre-attaquait en affirmant et en réaffirmant sa fidélité au projet politique de la réunification. Ce fut la guerre des médias. L'article de Patrice Wam-Mandeng porte sur la sensibilisation des médias contre la pandémie du VIH-SIDA à Ngaoundéré, le chef-lieu de la région de l'Adamawa au Cameroun, une ville estudiantine dont les populations natives sont encore très attachées à leurs us et coutumes. Il se focalise sur le moyen utilisé pour sensibiliser à la fois la communauté estudiantine et les populations natives. La communication.
celle-ci se fait un peu partout. Dans les rues, les écoles, sur les places de marché, à l'université, à la radio et à la télévision. Il s'agit d'une communication à outrance qu'il qualifie de tapage autour du sida, qui au lieu de produire l'effet escompté, à savoir l'extrême prudence face à ce que l'on appelle le mal du siècle, n'a créé que la psychose sociale générale auprès de la population cible. Il s'agit donc d'une contribution sociologique, qui révèle que les médias ne réussissent pas toujours dans leurs ambitions et objectifs. La spectacularisation de la communication dans la sensibilisation contre les VIH-Sida, conclut l'auteur, a donc déjoué les attentes des médias. La troisième et dernière partie de l'ouvrage porte sur les perspectives sémiotiques de la médiacratie occidentale sur l'Afrique. Elle sort du cadre des mécanismes langagiers et des enjeux de l'écriture médiatique, pour s'intéresser à d'autres formes de manipulation de l'opinion ou des masses, toujours dans l'optique de faire partager les points de vue, ou de faire accepter à la communauté internationale la volonté des grandes puissances occidentales, dans les cas des médias occidentaux. Cette partie fait ainsi un grand zoom sur la médiacratie littéraire et sur d'autres dispositifs tels que la sémiologie et la mythologie. Gérard-Marie Messina montre à cet effet comment l'Occident, à travers ses puissants médias, procède à la construction des figures de monstres à la tête des États africains. Il passe ainsi au crible les mécanismes de construction des dits monstres. Parmi ces prétendus monstres figurent Robert Mugabe, Muammar Kadhafi et d'autres qui ont été présentés par les médias et les dirigeants occidentaux comme des dictateurs, des ennemis de la démocratie, des ennemis de la liberté, les ennemis de leur peuple. En s'appuyant sur la mythocritique qui, au dire de l'auteur de l'article, autorise de choisir un personnage historique ou un événement majeur comme objet d'étude, associé à la politocritique, le cadre théorique sur lequel repose son analyse, Messina se propose de montrer que la logique de la révolution médiologique, terme qu'il emprunte à Debray, 1993, sous les abords de l'objectivité médiatique et du devoir d'informer, relève en réalité de l'intelligence économique et vise à conclure à L'. Impossibilité pour le continent noir de se développer. Léopold Monsieur Jumbo montre que la violence participe du dispositif de communication. D'après lui, la violence est un moyen de communication ou alors elle est un message que passent les adeptes de ce que l'on qualifie à tort ou à raison, secte ou organisation terroriste, le Boko Haram et le Mouvement pour l'émancipation du Delta du Niger, MEND, non seulement aux autorités du Nigeria, mais aussi aux défenseurs de la civilisation occidentale. Sans toutefois défendre le terrorisme et la violence, l'auteur de l'article justifie, dans une approche communicationnelle, les actes de violence posés par ces deux organisations. Celles-ci gardent dans la mémoire collective, dans la mémoire de la communauté internationale, chez les Occidentaux une image, celle du mal qu'elles incarnent, qu'elles n'ont pas toujours, alors qu'elles posent des problèmes légitimes et pertinents au moyen de la violence malheureusement, tout en s'agrippant à une culture spirituelle importée de l'Orient, l'islam. Pour comprendre les conflits nés de ces divergences de points de vue, l'auteur propose d'interroger la violence qui peut être considérée comme un moyen de revendication. Hervé Toussaint-Ondoy s'interroge sur le rôle joué par les médias dans la problématique du rapport de domination de l'homme à la femme, et propose un regard philosophique sur la médiacratie occidentale qui procède à la déconstruction de la théorie du genre et du sexe en s'appuyant sur la théorie philosophique de Derrida. Sa contribution est d'autant plus d'actualité que l'est aussi le débat sur l'identité sexuelle. De plus en plus, les États légalisent et autorisent les mariages homosexuels. On se rappelle le fameux débat en France sur le mariage pour tous qui, malgré des vives oppositions de l'essentiel de la population française, a été validé. Du coup se posent les questions du genre, de l'identité sexuelle, du choix du sexe. Il s'agit des questions dont les éléments de réponse ne se trouvent pas toujours dans la contribution d'Hervé Toussaint-Ondoy. De même, la philosophie derridienne postule que l'identité à soi du signifié se dérobe et se déplace sans cesse. De même, l'identité sexuelle se dérobe et se déplace sans cesse elle aussi. On ne naîtrait pas un sexe, on le deviendrait, chacun choisirait son sexe. D'où les interrogations qui sous-tendent la contribution d'Hervé Ondoy, à savoir: la philosophie derridienne n'est-elle pas une légitimation de la reconfiguration du genre et du sexe ? Quel est l'enjeu d'une telle posture épistémologique ?
La philosophie de Derrida consiste ainsi à dire que les êtres humains naissent sans identité sexuelle. Ce serait alors toute une philosophie d'une certaine minorité dirigeante de l'Occident qui manipule et les réalités préétablies comme l'identité sexuelle et l'humanité. Pour cette minorité qui se trouve dans les sphères des grandes décisions interpellant l'humanité tout entière, le sexe est une construction sociale et culturelle, et non une donnée ou une identité préétablie par Dieu comme le pensent les Africains. Ayant constaté que les médias ont la capacité de formater et de s'approprier les esprits pour diminuer leur capacité d'analyse autonome, et leur faire accepter plus facilement les idées reçues comme de simples réponses techniques et sans alternative. Mbena, ici même, l'analyse que l'auteur propose vise à examiner la manière dont les médias manipulent l'individu à travers un ensemble de signes. S'appuyant sur un corpus littéraire d'un auteur français du XIXe siècle, à savoir Bel-Ami de Guy de Maupassant, son objectif est de déceler, grâce à une perspective sémiotique, l'idéologie véhiculée quant à l'entremêlement des médias dans cette œuvre littéraire. Il se propose d'examiner comment la presse écrite, à travers le journal intitulé La vie française dans Bel-Ami de Guy de Maupassant, participe au formatage de l'esprit de l'opinion publique, pour fusionner la pensée distillée aux autres pensées par le biais de ces médias servant de canal pour l'expansion de l'idéologie du groupe dominant et construisant le réel observable. La médiacratie littéraire est également examinée par Ernest Désiré Mvondo qui s'intéresse à l'altérité, mieux à l'exotisme chez Joseph Kessel et chez Paul Morand à travers leurs œuvres Les Cavaliers et le Lion du premier, et Paris-Tombouctou, Hiver Caraïbes du deuxième. L'auteur met en exergue la contribution de la littérature dans la problématique de la reconnaissance et de la capitalisation des valeurs culturelles des peuples noirs et jaunes. Au-delà de faire de l'Europe ou de l'Occident le centre du monde, détenteur de toutes les valeurs humanisantes et humanistes, Ernest Désiré Mvondo se propose de rechercher dans un corpus littéraire français, au travers d'une logique perspective altéritaire, les mêmes valeurs chez les peuples a priori dépourvus. Il est évident que l'auteur de l'article va à la recherche de l'exotisme chez ces deux écrivains français. Comme dans tous les moyens de communication de masse, le médiateur écrivain présente la réalité comme il voudrait qu'elle soit vue. Autrement dit, dans l'idéologie exotique, l'occidental ne s'intéresse qu'à ce qui le diffère des peuples dits primitifs, à ce qui confirme ses propres représentations de l'autre, la finalité étant d'être convaincu que l'autre est inférieur, il n'est pas civilisé. L'exote ne semble pas encore libéré des préjugés culturels, ce qui l'amène à traiter les races décrites avec condescendance. Dans tous les cas, il y a un certain nombre d'idées constantes qui traversent l'ensemble des contributions ou l'ensemble de l'ouvrage. Celle d'un médiateur journaliste, écrivain, philosophe ou autre qui veut agir sur le pôle de la réception, en imposant un point de vue, en amenant le récepteur à avoir la même perception des choses et des faits que lui. Il veut contrôler les esprits en tentant d'agir sur ceux-ci. D'où la visée argumentative et persuasive que vise le langage utilisé par chaque type de média. On observe aussi une impossible transparence, une impossible neutralité-objectivité des hommes des médias qui, en même temps qu'ils veulent manipuler le pôle de la réception médiatique, se laissent manipuler par les grandes puissances, les hommes d'affaires, les politiques, les argentiers, etc. La lecture des dites contributions révèle dans l'ensemble que l'Occident et ses puissants médias manipulent le monde entier. Au terme de ce parcours, il faudrait signaler que, traitant des notions de parti pris et de point de vue dans les médiacraties nationales et internationales, le présent ouvrage n'échappe pas lui-même à la prise de position, dans la mesure où les contributeurs sont des personnes idéologiquement marquées. Les éditeurs scientifiques de l'ouvrage ne sont pas non plus eux-mêmes des surhumains pour échapper à la prise de position. Il n'y a de neutralité-objectivité dans aucune action humaine, encore moins dans le langage, comme l'affirment Catherine Carbrato-Recchioni et Émile Benveniste. Le choix même d'un sujet thème de recherche serait déjà en lui-même une prise de position. L'ambition de l'ouvrage était fournir au lecteur des éléments nécessaires d'appréciation globale des modes de communication des médias, pris dans une acception étendue. Nous demeurons conscients du caractère relatif des différentes tentatives de réponse proposées par les contributeurs. Augustin Emmanuel Ebongué et Gérard-Marie Messina. Première partie,
Forme discursive et captation, LANGAGIERE dans les discours MEDIATIQUES. Chapitre 1, La langue des journalistes, dans la presse écrite ivoirienne et camerounaise. Augustin Emmanuel Ebongué. University of Buea, Cameroun. Résumé. Deux principales lignes éditoriales se dégagent des journaux ivoiriens et camerounais. L'une très favorable au régime politique au pouvoir. Le discours journalistique qu'elle déroule s'apparente à une propagande inlassable. Il est question ici de ne présenter que le bon côté des choses. Cette vision est incarnée par les journaux à capitaux publics, tels Cameroun Tribune du Cameroun. L'autre ligne éditoriale est représentée par des journaux privés qui s'attellent à dévoiler les ratés des dirigeants politiques, bien qu'ils confondent très souvent l'État et les membres du gouvernement qui, à leur tour, lorsqu'ils sont acculés et dénoncés par la presse, se confondent à l'État et accusent la presse privée d'être antipatriotique. Cette dernière ligne éditoriale s'observe dans les journaux ivoiriens aujourd'hui, Le Nouveau Courrier, Le Temps Fort, L'Inter, etc., et dans les journaux camerounais comme L'Actu, Le Messager, etc. Mots-clés, journalisme, presse écrite, captation langagière, information. Introduction. D'après le principe de neutralité qui guide le métier de journaliste, ce dernier ne doit dire que ce qu'il a vu et entendu. Il devrait se garder de faire passer ses croyances, ses sentiments et ses convictions. À moins qu'il adopte la posture éditorialiste, il doit être le plus objectif neutre possible dans son langage. Conscient de ce qu'il n'y a pas de neutralité-objectivité dans le langage comme le reconnaissent Kerbrat Orecchioni, 1980, et Émile Benveniste, 1966, Charodeau 2007, asserter qu'il ne s'agit pas à proprement parler pour ce qui est du journaliste de l'objectivité, du jeu de l'objectivité par l'effacement énonciatif. Car le journaliste dispose de plusieurs stratégies de prise de position dont l'enjeu est la captation. Ce que l'on remarque dans la presse africaine, camerounaise et ivoirienne plus particulièrement, est que le journaliste procède à une captation langagière importante. D'où la présence importante dans sa langue de la subjectivité qui se décline en termes de modalisation. Celle-ci permet d'après Charodeau 1980 sur 572 d'expliciter ce que sont les positions du sujet parlant par rapport à son interlocuteur, à lui-même, et à son propos, à la réalité contingente. Il s'agit des différentes prises de position dans la langue par le locuteur. Ce sont, d'après Charodeau 1997 sur 15, des mécanismes de construction du sens social. La modalisation, dans son ensemble, laisse percevoir les préférences sociopolitiques des journalistes camerounais et ivoiriens, leurs opinions, leurs sentiments, leurs sensations. Les modalisateurs ont pour principale fonction de persuader le lecteur de continuer à lire l'article, le persuader de voir d'une certaine façon des faits et les dires rapportés. Immediato 2011 sur 3. Le journaliste s'en sert très souvent pour imposer un point de vue à son lecteur. Ce qui amène Immediato 2011 à dire que tout discours d'information médiatique a une visée argumentative. Argumenter, précise Charodeau 2008, est une activité fondée sur l'intention d'imposer à l'autre des croyances et des schémas de vérité auxquels le destinataire cible n'a pas encore adhéré. Plus concrètement, la presse privée camerounaise souhaite un renouvellement de la classe dirigeante camerounaise qui est aux affaires depuis plus de 30 ans et qui, selon eux, n'a pas apporté des solutions concrètes aux problèmes auxquels font face les Camerounais au quotidien. Une partie de la presse privée camerounaise se propose ainsi de dénoncer tout écart de comportement et de conduite qu'afficheraient les membres du gouvernement, afin de nuire à la survie du régime. Cameroun Tribune a pour principale mission de soigner l'image des autorités étatiques camerounaises écorchées soit par l'opposition, soit par la presse d'opposition, soit par les actes et comportements indignes de certaines autorités camerounaises. Les journalistes de cet organe de presse à capitaux publics se gardent ainsi de critiquer toute action gouvernementale. C'est d'ailleurs la ligne éditoriale de l'ensemble des médias à capitaux publics tels que Cameroun Tribune, Cameroun Radio and Television CRTV, etc. Dans le contexte sociopolitique ivoirien, plus précisément dans le litige post-électoral de 2011, la presse est aussi divisée. On a d'un côté les partisans de l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo, et ceux de l'actuel, Alassane Dramane Ouattara. Ce qui a ainsi donné lieu à deux lignes éditoriales,
celle qui est favorable à l'actuel président, et l'autre qui est restée fidèle à Laurent Gbagbo et qui entend utiliser tous les moyens pour obtenir la libération de son mentor. Ces moyens vont de la captation médiatique à la surdramatisation en passant par la dramatisation. Charaudot, 2007. C'est cette presse ivoirienne que nous avons privilégiée dans la présente étude, dans la mesure où elle affiche visiblement ses intentions dans presque tous les domaines de la langue. Dans le cas du Cameroun, nous convoquerons les 2 lignes éditoriales qu'affiche la presse camerounaise. L'objectif de cet article consiste à découvrir, à travers l'observation des phénomènes langagiers, les mécanismes de construction du sens social et particulièrement ici, de la machine médiatique. Charaudot, 1997/15. Si dans le cas camerounais, la prise de position dans la langue a pour principale finalité de souligner les limites ou les mérites d'un régime politique, dans le cas ivoirien, la modalisation participe essentiellement des fins argumentatives à travers lesquelles les journalistes d'une certaine presse ivoirienne défendent une cause judiciaire. L'on examinera successivement la modalisation des journalistes dans les catégories narratives telles que les substantifs, les verbes, les adjectifs qualificatifs, les adverbes, les modalités de phrases, etc. 1. Les substantifs subjectifs. Un substantif est dit subjectif lorsque son usage trahit la trace ou la présence de la personnalité du locuteur dans son énoncé. On distingue à cet effet des substantifs axiologiques et axiologisés qui donnent une description du dénoté et un jugement évaluatif, d'appréciation ou de dépréciation porté sur ce dénoté par le sujet d'énonciation. Kerbat-Orecchioni, 1980/73. Dans notre corpus, nous avons essentiellement affaire aux substantifs axiologisés. Un nom initialement objectif peut se voir attribuer une valeur subjective dans certains emplois comme le fait bien remarquer Kerbat-Orecchioni, 1980/76, pour qui n'importe quel mot s'il se trouve inséré dans un contexte approprié, ou accompagné de certains signifiants intonatifs ou graphiques spécifiques, peut se trouver investi d'une connotation, dévalorisante inédite. C'est la totalité de la classe des substantifs qui vient s'engouffrer dans la classe des axiologies. Dans la presse écrite ivoirienne, le substantif président, par exemple, regorge très souvent d'une forte dose de subjectivité dans la mesure où il permet d'identifier dans les papiers des journalistes les pro-Gbagbo et les anti-Ouattara. Ce substantif a une connotation valorisante. L'observation montre ainsi que les partisans de Gbagbo continuent d'appeler celui-ci « président », bien qu'il ne soit plus à la tête de l'État ivoirien. Dans le journal Aujourd'hui, on relève à titre indicatif les occurrences suivantes. 1. Le verdict des juges dans l'affaire Laurent Gbagbo contre le procureur, tant attendu, est tombé hier en début d'après-midi, sous un ciel abidjanais déjà pluvieux depuis le matin et qui ajoutait à l'anxiété des partisans du président Laurent Gbagbo, qui attendaient la fumée blanche du côté de la haie. Aujourd'hui, numéro 394/2. 2. La CPI vient de renvoyer la décision sur confirmation des charges contre le président Gbagbo. Prononcer une décision dans ce cas aurait voulu dire relaxer purement et simplement le président Gbagbo. Aujourd'hui, numéro 394/5. Le journal Le Temps Fort offre d'autres occurrences. 3. Le verdict de l'audience de confirmation ou d'infirmation des charges contre le président Laurent Gbagbo est donc ajourné. Le Temps numéro 2917/6. L'occurrence subjective président n'est pas choisie au hasard. Pour les journalistes pro-Gbagbo, il s'agit tout simplement de l'expression de leurs souhaits, d'une part, et d'autre part, cette occurrence constitue une manière de dire que Laurent Gbagbo est toujours président légitime des Ivoiriens, démocratiquement réélu. Un journal comme l'Inter, qui veut se livrer avec succès au jeu de l'objectivité, Charaudot 2007, manifeste son objectivité dans l'appellation de Laurent Gbagbo. Il le désigne très souvent ancien ou ex-président ivoirien ou tout simplement Laurent Gbagbo. C'est ce qui semble ressortir des exemples ci-après. 4. L'ex-président en prison jusqu'en 2014. L'Inter numéro 4500/1. 5. Secondo. Bensouda peut décider de revenir enquêter en Côte d'Ivoire pour rechercher d'autres éléments de preuve, comme le demandent les juges, afin de bétonner ses charges contre l'ex-président ivoirien. L'Inter numéro 4500/4. Alassane Dramane Ouattara,
est très rarement désigné président sur les papiers des journalistes de ce journal. C'est le cas des exemples suivants. 6. Cela conforterait surtout la défense dans sa position qui est de dire que le procureur n'a pas enquêté et qu'il s'est contenté de coupures de journaux des proches du président Ouattara. L'Inter numéro 4500/4. 7. Une inquiétude partagée par ceux qui soutiennent le président de la République, Alassane Ouattara. En effet, dans leurs rêves les plus fous, les partisans du président ivoirien ne veulent pas voir l'ancien président dehors. L'Inter numéro 4500/4. On relève également la valeur subjective dans les substantifs brouillon et désintérêt, racolage, etc. Le journaliste ivoirien du quotidien Le Nouveau Courrier traite le dossier judiciaire de l'avocate ougandaise de brouillon. Un usage à connotation négative qui suggère que cette dernière est l'ennemi du journaliste. 8. La CPI rejette le brouillon de Bensouda, Le Nouveau Courrier numéro 815/1. Et dans le cas du Cameroun, on relève le nom désintérêt, dont l'usage semble indiquer que le journaliste qui le convoque dans son papier est un journaliste d'opposition. 9. Le président de la République a convoqué le corps électoral hier, mais le désintérêt des Camerounais pour la politique semble à son comble. L'actu 37-2013-01. Le substantif désintérêt traduit une évaluation que fait le journaliste sur l'attitude des Camerounais face à la politique. C'est en fait le système politique camerounais qui est critiqué par le journaliste. Pour ce dernier, la manière dont les élections sont organisées au Cameroun ne rassure pas du tout. Ce qui explique, d'après lui, le désintérêt des Camerounais pour les élections au Cameroun. L'opposition au régime politique en place motive d'ailleurs un autre journaliste à qualifier de farce toute motion de soutien à l'actuel chef de l'État. 10. Racolage. La farce des motions de soutien. L'actu 37-2013-03. Le journaliste ne croit pas aux motions de soutien très souvent adressées au chef de l'État. Il est d'ailleurs dit au Cameroun que ces motions de soutien sont initiées par les ministres et directeurs généraux des sociétés d'État. Il critique ce fait qu'il considère comme une plaisanterie. En réalité, les deux subjectivem racolage et farce trahissent tout simplement le sentiment du journaliste qui reste convaincu que les motions de soutien très souvent adressées au chef de l'État ne viennent jamais des initiatives des populations, mais plutôt de ses proches collaborateurs et de ceux qui veulent gagner sa confiance. Des convictions qui sont en totale opposition avec la ligne éditoriale de Cameroun Tribune, journal à capitaux publics, qui ne remet jamais en question l'action gouvernementale. C'est ce que montre d'ailleurs sa titraille ci-après. 11. Refonte biométrique. Le coup de pouce de la justice. Cameroun Tribune, 23/1-2013-01. Le locuteur considère l'effort de la justice comme une manne, étant donné qu'il vient à point pour booster ou accélérer le processus d'établissement des cartes nationales d'identité. La possession d'une carte d'identité nationale va favoriser les inscriptions sur les listes électorales, d'après le journaliste du quotidien gouvernemental. Si pour la plupart des journalistes de la presse écrite privée et les membres de l'opposition du Cameroun, le désintérêt des Camerounais pour des questions politiques est dû aux nombreuses fraudes constatées, lors des consultations électorales, pour les journalistes de la presse à capitaux publics, la faiblesse du nombre d'inscrits sur les listes électorales n'est pas liée au désintérêt, elle est liée à l'insuffisance des kits. Les journalistes de CT proposent des explications qui n'accablent aucun membre du gouvernement. 12. L'insuffisance des kits et l'apathie de certains acteurs du processus à l'origine de la faiblesse du nombre d'inscrits. Cameroun Tribune, 10/1-2013-05. Le journaliste établit selon ses convictions politiques, ce qui pourrait être à l'origine du faible nombre d'inscrits pour le vote. 13. Si le RDPC tentera de briguer des sièges au Sénat sur l'ensemble du territoire, le président du parti dispose de 30 cartouches pour à chaque fois rééquilibrer les choses. Haïti numéro 045-2013-04. Pour le journaliste, la victoire écrasante du RDPC, parti politique au pouvoir au Cameroun, est inévitable et assurée même avant les consultations électorales. Conscient de ce qu'une majorité absolue pourrait déteindre sur l'image de la démocratie camerounaise, le chef de l'État tentera de rendre l'écart entre son parti et ceux de l'opposition acceptable en démocratie avec la nomination de 30 sénateurs.
Le journaliste les considère comme des cartouches. Il pourrait également s'en servir en cas d'égalité entre son parti et l'opposition. Il s'agit aussi de la création des postes de délégués du gouvernement auprès de certaines communautés urbaines, qui pourraient tomber aux mains de l'opposition. C'est d'ailleurs l'avis du journaliste de l'organe de presse Infotribune. 14. Paul Biya a multiplié les communautés urbaines où trônent des délégués du gouvernement nommés, des sortes de super-maires qui contrôlent l'essentiel de ces communautés. Haïti, numéro 045 mars 2013 02. Il y a ainsi un certain nombre de noms dans la langue des journalistes qui trahissent leurs appartenances sociopolitiques, voire tribaux-ethniques. Ces mêmes appartenances restent perceptibles dans certains adjectifs qualificatifs. 2. Les adjectifs subjectifs. Selon Kerbrat Orecchioni 1980, les adjectifs, en plus de qualifier les noms, expriment aussi une évaluation que porte l'énonciateur sur son référent et par conséquent sa subjectivité. On classe les adjectifs en objectifs et subjectifs. La classe des adjectifs subjectifs qui nous intéresse se présente sous deux sous-catégories, les affectifs et les évaluatifs. Le sous-système des évaluatifs peut à son tour être divisé en évaluatifs axiologiques et évaluatifs non axiologiques. Nous allons nous limiter aux trois classes d'adjectifs subjectifs, à savoir les affectifs, les évaluatifs non axiologiques et les évaluatifs axiologiques. 2.1. Les adjectifs affectifs. Les adjectifs affectifs énoncent une propriété de l'objet qu'ils déterminent et une réaction du sujet parlant face à cet objet. Kerbrat Orecchioni, 1980 sur 84. Ils déterminent une réaction émotionnelle et émouvante du locuteur. Très souvent, c'est la sensibilité du locuteur et ses émotions qui sont mises au premier plan sur la réalité décrite. La valeur affective d'un adjectif peut être inhérente à l'adjectif, c'est-à-dire inscrite dans son sémantisme. C'est le cas des adjectifs brillante et illisible. Le premier signale la bravoure des avocats de Gbagbo qui ont su démontrer l'innocence de ce dernier, et le journaliste dénigre à travers eux dans le journal Le Nouveau Courrier le dossier de Bensouda qu'il trouve illisible. 15. Ce fait est en soi un échec pour Bensouda, pour la CPI et le régime Ouattara, et une victoire nette pour Laurent Gbagbo et sa brillante défense. Le Temps numéro 2917 sur 6. 16. Avec cette décision de renvoyer Fatou Bensouda à sa copie illisible, c'est un château de mensonges qui s'écroule progressivement. Le Nouveau Courrier numéro 815 sur 4. Cameroun Tribune reste fidèle à sa ligne éditoriale, à savoir se garder de critiquer toute action gouvernementale, et ne présenter que le bon côté des choses. 17. Les inscriptions en bonne voie dans le Mbam et Inugu. Cameroun Tribune, 23/1/2013-03. Ici bonne, est intrinsèquement axiologique, et même si l'on ne peut pas s'accorder sur l'application à un dénoté particulier, et c'est dans cette mesure précisément que l'adjectif est subjectif, on ne peut nier sa valeur sémantique d'évaluatif positif à l'égard de l'avancée des inscriptions. Si les journalistes de CT trouvent que les élections se passent de façon transparente au Cameroun, ceux de l'opposition, quant à eux, n'ont pas la même impression, du moins si l'on s'en tient aux adjectifs qualificatifs qu'ils convoquent dans leur papier. Il en va ainsi de écrasante, qui évoque ici un contexte dans lequel un seul parti politique domine toutes les élections au Cameroun et se taille toujours la majorité écrasante. Si l'on s'en tient au verbe disposera, on comprend très vite que les élections sénatoriales n'ont pas encore eu lieu, mais il n'y a aucun doute, le parti au pouvoir, le RDPC, gagnera avec une majorité écrasante. C'est incontournable, affirme le journaliste. C'est la lecture que l'on peut se faire de l'énoncé ci-après. 18. Une institution, SENAT sous contrôle qui disposera, et c'est incontournable, d'une majorité écrasante à la Chambre des sénateurs. Haïti, numéro 045-02. L'adjectif gênante, de l'énoncé ci-dessous, montre visiblement que le journaliste s'oppose aux réélections multiples de Cavaye Yéguié Djibril au poste de président de l'Assemblée nationale camerounaise. En s'opposant à la volonté du chef de l'État, il est évident qu'en contexte camerounais, on est opposant à tout le régime politique. 19. Un coup dur pour Cavaye qui affiche une longévité devenue gênante à la tête de la Chambre des députés et qui voulait changer d'air en allant à la Chambre haute.
Haïti numéro 04505. Il y a un certain nombre d'adjectifs qualificatifs qui se rangent dans la catégorie d'affectifs et qui ont pour finalité d'exprimer une propriété plus ou moins avérée, des qualités ou des défauts plus ou moins avérés, tout dépendant de l'appréciation du journaliste et de ses convictions politiques. 2.2. Les évaluatifs non axiologiques. La classe des évaluatifs non axiologiques, sans énoncer un jugement de valeur ni d'engagement affectif du locuteur, exprime une évaluation qualitative de l'objet dénoté par le substantif qu'il détermine. Kerbrat-Orecchioni, 1980/85-86. Leur emploi répond à une double norme, à savoir une première interne à l'objet support de la qualité, et une seconde spécifique au locuteur qui nous intéresse dans la présente étude. Les exemples ci-dessous mettent en évidence des évaluatifs non axiologiques. 20. Lutte contre la piraterie dans le golfe de Guinée. Paul Biya, le rôle dynamique d'une diplomatie réussie. A 27-6-2013-01. 21. La juge demande la libération immédiate de Gbagbo, aujourd'hui numéro 394/1. Le journal Heure d'Afrique semble proche du régime politique en place, si l'on s'en tient aux évaluatifs que le journaliste convoque dans son papier. Sa ligne éditoriale est identique à celle de CT, car on n'imagine pas un tel énoncé dans la plume des journalistes de l'opposition qui ne peignent qu'en noir toute action gouvernementale, quand CT se charge de l'embellir. On s'attendait à ce que les adjectifs dynamique et diplomatie, réussi, apparaissent chez un journaliste du quotidien national. Le journaliste ivoirien est visiblement pressé de voir son mentor politique libre. D'où le recours à l'adjectif immédiate. 2.3. Les évaluatifs axiologiques. L'utilisation des évaluatifs axiologiques, tout comme celle des évaluatifs non axiologiques, implique une double norme. Une première interne à l'objet support de la propriété. Les modalités variant avec la nature de l'objet à propos duquel on prédique une propriété, et une seconde interne au sujet d'énonciation et relative à ces systèmes d'évaluation, esthétique, éthique, etc. Kerbrat-Orecchioni, 1980/90. Les évaluatifs axiologiques portent un jugement de valeur, positif ou négatif, que le locuteur formule sur l'objet dénoté par le substantif qu'il caractérise. Ils sont donc doublement subjectifs dans la mesure où leur usage varie, et cela de façon plus sensible que dans le cas des dimensionnels par exemple, avec la nature particulière du sujet d'énonciation dont il reflète la compétence idéologique. Il manifeste de la part d'un locuteur une prise de position en faveur ou à l'encontre de l'objet dénoté. Kerbrat-Orecchioni, 1980/91. Nous avons un évaluatif axiologique, vieux. 22. Les années passent, le monde change mais dans le vieux parti politique administratif qu'est le RDPC, les habitudes ont la peau dure. L'actu 3-7-2013-03. À travers l'usage de l'adjectif vieux, l'on peut ressentir un certain mécontentement du journaliste, car il semble connoter en contexte camerounais longévité au pouvoir et inertie agaçante. Plus haut, l'on a évoqué les motivations sociopolitiques de l'usage du subjectif président. Les journalistes pro-Gbagbo continuent de l'appeler président, ce qui leur permet de le considérer encore comme le président légitime de tous les Ivoiriens et de montrer que sa victoire électorale avait été volée par Ouattara dont les journalistes partisans appellent Gbagbo, l'ancien président. Une manière pour eux d'imposer la légitimité de leur mentor. Le journal L'Inter joue souvent la carte d'une certaine objectivité en désignant Laurent Gbagbo, ancien président ou chef d'État, et Alassane Ouattara le président chef d'État. C'est ce que suggèrent les occurrences ci-après. 23. Le mouvement Génération Blé Goudé, à l'instar d'autres associations de jeunesse proches de l'ancien président Laurent Gbagbo, vient de sortir de sa cachette. L'Inter numéro 4500/6. 24. C'est que la procureure de la Cour pénale internationale, CPI, n'a pu convaincre les juges de confirmer les charges qu'elle a retenues contre l'ancien chef de l'État. L'Inter numéro 4500/4. Les subjectivem adjectivo expriment des sensibilités sociales et politiques aussi bien dans la presse écrite ivoirienne que camerounaise. Ils ont différents objectifs en fonction des contextes et des lignes éditoriales. Au Cameroun, il est question de montrer à partir des adjectifs
que le régime politique conduit par M. Paul Biya a échoué ou a longtemps duré, et qu'il faut céder la place à quelqu'un d'autre, quand Cameroun Tribune tente de tout embellir. En Côte d'Ivoire, il faut prouver l'innocence de Laurent Gbagbo et le sortir de prison. Ce sont les mêmes objectifs que l'on retrouve dans les subjectifs verbaux. 3. Les verbes d'attitude. Les verbes d'attitude ou verbes subjectifs décrivent d'abord un procès, une action ou un état, puis ajoutent un jugement qu'un locuteur formule sur le procès ou l'état décrit. Ils traduisent de ce fait la subjectivité d'un locuteur. Pour Kerbrat Orecchioni 1980/100, l'emploi de toute unité lexicale et les verbes n'échappent pas à la règle, peut en un sens être considéré comme subjectif. C'est du moins la position de Benveniste 2001/265, pour qui l'énonciation s'identifie avec l'acte même. Mais cette condition... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.